Donc Angelin Prel-Jocage, bonjour. Bonjour. Je ne vais peut-être pas vous présenter Angelin Prel-Jocage, je pense que ça va, tout le monde le connaît. Donc Angelin, on va peut-être d'abord parler de la chorégraphie, les nuits. Donc inspiré des Mille et une nuits. Très librement. Très librement. Une grosse création. Combien de danseurs? Alors, il y a totalité, 6 garçons et 12 filles. D'accord. Et donc, à partir d'un texte comme celui-là, qui est énorme quand même, comment on scénarise finalement une telle source d'inspiration? En fait, j'ai choisi plutôt l'axe de traiter le fond, c'est-à-dire, je dirais un peu comme on parle dans l'univers ou en cosmologie, le fond lumineux de l'univers, c'est-à-dire tout ce qui est cette espèce de trame mystérieuse et sur lesquelles les planètes et les galaxies sont posées. Bon, en fait, les planètes et les galaxies, en l'occurrence, c'est chaque conte individuel qui, en l'occurrence, viennent de contrées extrêmement diverses, en fait. Ça vient depuis l'Inde, puis ça passe par la Perse, le Moyen-Orient, le Maghreb, et ça va même, certains contes viennent du sud de l'Andalousie. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette thématique des Mille et une nuits, parce que par rapport à la commande qui était celle de Marseille-Provence 2013, dont la thématique était la Méditerranée et le pourtour méditerranéen, je trouvais que ça pouvait faire sens. Après, en fait, en lisant Les Mille et une nuits, très attentivement et presque complètement, je dois dire qu'il m'en manque un petit bout à la fin, mais j'ai senti un fond, mais c'est vraiment une vision personnelle. C'est pour ça que je dis que c'est personnel. Une sorte de sensation voilà, de cette chose qui est très liée à la figure de Scheherazade, finalement. C'est elle qui initie finalement tout le conte. Voilà. Et alors, comment finalement vous faites ressortir ce personnage? Elle est seule, elle est multiple, elle est présente? Elle est un peu diffractée à travers les 12 danseuses. Et puis, évidemment, donc, je raconte aucune des histoires, ni Simbad le marin, ni Ali Baba, ni Aladdin, etc. Mais j'essaye de retranscrire ce qui est à l'origine de toute cette, je dirais, de cette sauvagerie aussi, parce que Scheherazade, si elle est dans cette situation de chaque soir raconter un conte, je dirais, pour sauver les femmes qui auraient pu être tuées par le roi Shahriar, eh bien c'est ça que j'essayais d'évoquer aussi. Mais c'est un conte étonnamment féministe presque, Les Mille et une nuits, parce qu'effectivement il y a cette figure centrale de Scheherazade qui finalement non seulement sauve les femmes, mais finalement change le monde presque. Oui, et ce qui est curieux, enfin, ce que j'ai trouvé très beau, en fait, c'est que c'est par le verbe, en fait, qu'elle fait ça. C'est-à-dire face à la violence physique, à la barbarie, à la posture machiste et masculine, en fait. Elle oppose la culture, l'imagination, le rêve, et puis surtout le verbe. Évidemment, et le verbe, quand on raccroche ça aux religions aussi, ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, puisqu'au début était le verbe, etc. Enfin, donc je trouvais ça très, très intéressant, et voilà, je suis un peu parti de là. Après, tout ça est de l'ordre presque d'une sensation impressionniste à la lecture de ce, comme je disais, de ce fond cosmologique des Mille et une nuits. Ouais. Mais il y a quand même une dimension érotique très très forte dans les contes. Oui, parce que en fait, je trouve que ce qui sous-tend tout ça, il y a toujours un lien très très fort avec la sexualité dans énormément de contes, et donc aussi le soubassement, j'en parlais, donc est extrêmement basé sur soit une frustration érotique, ou en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité. Si Shahriar se lance dans cette espèce de je dirais presque de génocide féminin, c'est parce que il trouve sa femme en train de copuler avec un bel esclave noir, et ça, il ne le supporte pas. Et à partir de là, il enclenche ce processus mortifère de tuer chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille, pour être sûr, surtout, qu'il n'y a pas eu de tromperie, en fait. Ouais. Mais vous parlez dans le dossier du rapport avec la liqueur de chair, qui était elle-même déjà une pièce très érotique. Oui. Comment finalement, des années après, parce que ça date de 88, liqueur de chair, c'est ça? Comment des années après, finalement, on revisite
où on revisite pas, où on invente une autre forme d'érotisme dansé Ben, disons en tout cas, l'érotisme de Liqueur de chair, je lisais beaucoup les impressionnistes à l'époque, et les impressionnistes disaient que l'érotisme était une source de créativité. C'était une énergie qui générait de la créativité. Ils utilisaient beaucoup l'érotisme pour créer des œuvres. Donc je trouvais ça très, très, très passionnant. Là, évidemment, l'érotisme, il vient d'une sensation de l'Orient, de la sensualité extrême, d'une certaine idée aussi des orientalistes aussi, c'est-à-dire des peintres orientalistes. Donc il y a tout un tas de sources d'inspiration qui sont là et qui peuvent nourrir en fait une pratique gestuelle et une écriture de la sensualité en fait. Une sorte de calligraphie des humeurs presque. Mmh. Et est-ce que c'est plus difficile à transmettre aux danseurs, ce genre de source d'inspiration qu'autre chose Je dirais que ça dépend lesquels. Il y en a, c'est plus naturel que d'autres, mais il y a en tout cas les danseurs dans ce projet. Je sais que sur scène, ils ont une vraie jubilation à danser cette pièce. Oui. Alors au niveau scénographique, l'Orient est très présent également. Oui, c'est Constance Guisset qui avait travaillé déjà avec moi avec Le Funambule, le texte de Jean Genet, dont j'avais fait le solo là, et que j'ai reconvoqué pour écrire la scénographie. Oui. On peut en savoir un peu plus. On a beaucoup travaillé sur l'idée des mouches arabiées, de cette chose qui est très, très particulière. Le mouche arabié, c'est cette espèce de paravent, évidemment, qui peut être en pierre ou en bois, mais surtout qui permet de voir sans être vu, d'être caché, mais de voir l'autre, etc. Et donc, je trouvais que c'était très, très intéressant, cette notion-là. Et qui nous ramène aussi à toute la problématique de l'érotisme, de voir, du voyeur, du caché, du dévoilé, etc. Donc on est beaucoup parti sur ça. Et donc voilà. Et elle a fait, je crois, quelque chose de très très beau. Oui. Et les costumes sont d'Azzedine Alaïa. Alors, Azzedine Alaïa, oui. Au début, je cherchais évidemment quelqu'un pour faire les costumes. Et très vite, l'idée de Alaïa m'est venue, mais très naturellement. Un peu de la même manière que j'ai pensé à Natacha Atlas pour la musique. C'est-à-dire quelque chose des gens qui sont je dirais, entre les deux bords de la Méditerranée, qui vivent très naturellement cette espèce d'échange et de fusion. Aussi bien Natacha Atlas, pour moi, elle représente aussi quelque chose de nostalgique pour moi. C'est les fins des années 80, quand dans la société française, on croyait encore qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait partager des choses, des valeurs, des cultures, des traditions. Et que je trouve aujourd'hui, on est dans une situation totalement opposée, complètement fermée. Et ça me meurtrit profondément. Et c'est pour ça que cette idée de travailler avec Natacha Atlas, qui est donc musicalement dans cette fusion, ce qu'on appelait la world music à l'époque, mais très chère en fait. Elle m'est très chère presque plus au niveau de la symbolique qu'elle représente que de ce qu'elle produit en vérité. Mais cette idée-là est très forte. De la même manière que dans le spectacle, il y a cette chanson qu'elle interprète, qui est évidemment une chanson de James Bond, mais ça c'est presque une anecdote, parce que dans les paroles de la chanson, elle dit « And love is a stranger ». Et pour moi, je trouvais que c'était très très beau aujourd'hui de pouvoir faire entendre une chanson qui dit que l'amour, la beauté, la sensibilité peut venir de l'étranger. Enfin, l'étranger, lui, le gars qui vient de l'étranger ou la femme qui vient de l'étranger. Mais de dire que ça peut arriver de l'étranger à un moment où aujourd'hui, en fait, on pousse tout ce qui est étranger, surtout on essaye de repousser ça, des cas de fer, vers l'extérieur de l'Europe, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'avais envie, un peu symboliquement, pour moi-même peut-être, qui suis fils d'immigrés albanais, de faire entendre en fait. Mais justement, puisqu'on parle d'actualité, est-ce que la pièce a un quelconque rapport, conscient ou inconscient finalement, avec quand même une dégradation de la place de la femme dans le monde arabe? On peut pas... Écoutez,
On peut pas comme éviter la dit question. Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Moi, je vous ai dit, c'est vraiment une lecture impressionniste que j'ai faite. Je vois des événements là maintenant depuis une semaine ou deux à la télévision que je trouve extrêmement révoltants en fait. Et voilà, donc c'est tout. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est dit dans la pièce. C'est dans la pièce. C'est dit dans la pièce. Donc, il y a aussi le GUD. Le guide, pardon. Le guide. Le GUD, c'est un parti Oui, d'extrême droite. Je le sais très bien. Le guide. Le guide qui sera en région, avec des extraits aussi de nuit, et puis d'autres extraits. Oui, alors le guide, en fait, c'est le groupe urbain d'intervention dansée. Donc, c'était un petit gimmick dans l'idée qu'ils suivaient le guide comme dans un musée, etc. Et donc, c'est un groupe que j'ai constitué en 96 ou 17 pour aller dans les endroits où la danse ne va pas, en général dans les écoles, les hôpitaux, même les prisons, les places de village autour d'Aix-en-Provence, etc. Et donc, c'est un groupe un peu comme un commando, excusez le terme un peu guerrier, mais c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un endroit, si c'est dans une école, ils poussent l'étape du réfectoire et puis ils dansent. Donc, ils sont aguerris à toutes conditions pour danser. Et donc, on a commencé ça et c'est vraiment formidable parce qu'on voit vraiment bien les réactions des gens qui ne connaissent pas la danse et a priori non plus la danse contemporaine et qui découvrent. Et à chaque fois, c'est suivi d'un petit débat avec un échange de questions-réponses. Et c'est toujours formidable, les réactions à la fois parfois des jeunes, et puis parfois il y a des réactions encore plus émouvantes, comme quand on a dansé à la prison de Luynes, où les détenus nous renvoyaient des choses extrêmement bouleversantes. Et voilà, il y a toujours des aventures comme ça qui sont formidables. Et donc, voilà, donc c'est Jean-Paul qui souhaitait qu'on intervienne avec ce groupe à plusieurs endroits de la ville et à plusieurs heures différentes, je crois, de la journée. Et voilà, je suis très content. Et alors, à part nuit, il y a des extraits de quelle pièce? Le Funambule, j'ai vu. Alors, il y a un petit extrait du Funambule. Il y a quasiment l'intégralité de Marché Noir, la pièce que j'avais faite pour Bagnolet en 1985. Voilà. Et il y a des extraits de La peau du monde. Il y a des extraits de Personne n'épouse les méduses. Voilà, je crois que... des 4 saisons aussi. Enfin voilà, en fait c'est l'idée, c'est ça, c'est de montrer un patchwork. Ce qui permet aussi parfois, je crois, c'est que même on peut le remarquer dans les échanges avec le public, c'est que les gens disent au début j'avais pas trop aimé le premier truc, mais après le deuxième j'ai trouvé ça qu'il y avait quelque chose. Voilà, donc ce qui permet un peu d'avoir plusieurs possibilités je dirais de sensibiliser les gens qui connaissent pas la danse en fait. Et comment on arrive à maintenir un répertoire aussi étendu finalement, dont certains morceaux remontent à 85? Enfin, ça paraît presque fou. Oui, enfin en même temps, je trouve que, enfin bon, mes pièces sont notées avec le système Bénèche, donc pour ce qui est de l'archivage, c'est très simple en fait. Quand on veut remonter une pièce, on prend la partition et puis on la revoit et tout y est en fait. Et il n'y a pas de problème ni de déperdition de la qualité vidéo, ni du fait que ce qu'on voit sur la vidéo, en fait, ce n'est qu'une interprétation et peut-être le danseur était ce jour-là, enfin, je ne sais pas. Enfin, il y a toujours ce qu'on voit en vidéo, c'est toujours une interprétation. C'est comme si on écoute Glenn Gould qui joue Bach, c'est Glenn Gould qui joue Bach. C'est pas, voilà. Donc, alors que la partition, c'est la partition, c'est une sorte de, bon, je dirais presque que c'est une maison à habiter, donc, mais il faut qu'elle soit habitée, sinon c'est une maison vide, voilà. Donc, et donc voilà. Mais c'est assez rare en fait. Je pense que vous êtes un des rares chorégraphes en France à utiliser cette méthode-là pour. Oui, mais il y a beaucoup de compagnies. En fait, le Royal Ballet, par exemple, à Londres, utilise la notation. Je crois que c'est... Bon, évidemment, Bénèche vivait à Londres, donc avec son épouse qui était danseuse. Et je crois qu'il y a une tradition anglo-saxonne autour de ça. Mais c'est vrai qu'en France, c'est rare. Et puis
Et puis en fait, c'est un choix, je dirais presque économique aussi. C'est-à-dire que décider de payer une notatrice pour faire ça, c'est se priver d'un autre danseur supplémentaire ou d'un décor ou de, je sais pas, ou un technicien de plus, ou voilà. Donc il y a un choix financier que j'ai fait dès le début, même quand j'avais pas les moyens de le faire en fait. Et voilà. D'accord. Vous avez des questions? Est-ce que les danseurs du guilde sont des danseurs de votre compagnie ou est-ce que ce sont des danseurs qui ne font que ça? Alors au départ, c'est une question intéressante parce qu'au départ, quand on l'a fait en 95-96, c'était des danseurs de la compagnie. Et pendant 1 an, 2 ans même, on a réussi à maintenir ce rythme que les danseurs étaient parfois sortis des répétitions pour aller. Et puis les choses ont pris une telle tournure. D'abord, la multiplication de la demande pour les guides s'est accentuée. Donc il y a beaucoup plus de guides aujourd'hui qu'à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de constituer un groupe indépendant, donc de danseurs qui sont des danseurs intermittents, et qu'on regroupe, qu'on réunit chaque année à un moment donné, en fait. C'est-à-dire que début mars, on les réunit, et pendant 1 mois, on répète le programme, et ensuite, je crois, jusqu'à la fin de l'été, en gros, ils de danse, puisqu'il y a beaucoup de choses en plein air aussi. Donc voilà, et ce qui fait que, d'une certaine manière aussi, ça permet de donner du travail aussi à des danseurs en plus, voilà. Et c'est toujours une chose qui, que ce soit dans le cadre de ma compagnie ou dans le cadre du guide, l'idée que l'argent de la danse serve à payer les danseurs énormément, enfin je veux dire que ce soit vraiment, et de rappeler que la danse c'est aussi un métier, que c'est une profession comme violoniste ou voilà, donc pour moi c'était très important, quoi. Oui, bonjour. Bonjour. Vous dites que c'est le regardeur qui fait l'œuvre, mais c'est vous aussi, en ce moment-là, quand vous créez l'œuvre, vous êtes aussi regardeur. C'est notre regard sur l'Orient qui est aussi dans la pièce. Oui. Très fortement. Oui. C'est même un regard un peu fantasmé, Oui. très sensuel. Et donc, on m'a dit aussi qu'il y aurait un problème maintenant, par exemple, à partir en tournée avec ces pièces en Orient. On sait qu'en Égypte, il y a les frères musulmans ou autres qui veulent même interdire maintenant les contes et 1001 nuits. Mais ce qui m'a très étonné, c'est quand même, je crois qu'on m'a dit aussi que même au Liban, ça poserait problème de présenter cette pièce. Oui, en fait, on a un exemple très concret, c'est malheureux à dire, mais le festival de Bétédine avait envisagé. C'est un festival auquel on est allé régulièrement avec Roméo et Juliette, Blanche-Neige. Et donc, ils étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir les 1001 nuits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus voir le spectacle. Ils étaient très enthousiasmés sur le spectacle lui-même, mais ils nous ont dit qu'ils pensaient que c'était pas bien pour eux de faire ça. Enfin, moi, j'ai du mal un peu à comprendre, mais je respecte totalement leur point de vue parce que c'est pas. L'idée, c'est pas de mettre le feu partout, ni surtout pas. Enfin, je veux dire. J'ai même dit, moi, personnellement, que je suis prêt à faire des adaptations pour que les gens puissent voir ce spectacle. Mais je crois que c'est trop... Oui, on revient quand même au rôle de la femme, hein, parce que même dans le jeu de séduction, vous inversez parfois les rôles qui sont attribués chez eux. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le spectacle, vous savez, la danse, ce qu'on appelle la danse orientale, qu'on a appelé la danse du ventre, et que maintenant on appelle la danse orientale. Bon, je ne sais pas pourquoi tous ces jeux sémantiques, mais bon, c'est un truc de cabaret qu'on faisait très caché c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on voit sur scène normalement dans les pays arabo-musulmans. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté aussi cabaret dans le spectacle, il y a un côté revue, un peu cabaret par moment, et c'est intentionnel. Alors évidemment, il y a un moment aussi à la fin où j'inverse les rôles, c'est-à-dire que c'est les hommes qui font un peu
Magic Mike, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas ceux qui ont vu ce film, mais il y a quelque chose où les hommes se mettent à rentrer dans le rôle justement de l'objet sexuel, de l'objet. Ils sont voilà, c'est-à-dire que les choses sont inversées, et aussi pour montrer comme parfois il y a une immaturité terrifiante chez les hommes. Je suis désolé de le dire, hein, mais je le pense profondément, quoi. Après, les Mille et une nuits, c'est du conte. Hein. Donc, dans le domaine du conte, que ce soit en Orient, que ce soit en Occident, il y a toujours à la cour, etc., des épisodes très sanglants. Oui. C'est pas forcément une sauvagerie, une barbarie qui est propre à l'Orient, quoi. Oui, non, bah, bien sûr, on peut. Bah, vous savez, pour ce qui est de la barbarie, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Haine, qui couvrait l'ensemble de l'humanité. Donc pour ça, c'est vrai que personne ne peut dire qu'il est vierge par rapport à tout ça. C'est absolument évident. Aucun pays, aucune nation, aucun peuple ne peut se targuer de dire qu'il n'a pas oppressé à un moment ou un autre une autre ethnie ou une autre voilà. Mais là n'est pas la question. La question est que dans ces Mille et une nuits, effectivement, ce qui se passe et qui est à l'origine de tout cet déploiement de contes, c'est une histoire de vengeance d'un homme qui se met à tuer des femmes parce que sa femme l'a trompé. Enfin, c'est quand même pas, c'est même pas les Borgia, si vous voulez. C'est quelque chose qui est plus ciblé quand même. Donc voilà, c'est tout. Votre pièce précédente, ce que j'appelle Oubli, était construite sur un fait très, très dur, très difficile. Oui. Et de la même façon qu'après Haine, on avait pu voir les 4 saisons. Est-ce que cette alternance de souffler le chaud et le froid, est-ce que c'est une nécessité peut-être pour les danseurs ou pour vous, je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Il y a des contextes de la même manière que... par exemple, Marseille-Provence 2013, il y avait cette thématique. J'ai cherché ce qui pouvait rapprocher justement cette thématique sur la Méditerranée. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi ce qu'on attend d'un événement comme Marseille-Provence 2013, où on attend quand même... Je pensais que c'était important que ce soit quelque chose de très populaire et faire quelque chose, comme disait Jean Vilar, il disait je suis pour un art populaire mais exigeant. Donc, je pense que en toute honnêteté, on peut arriver à un art populaire, mais qui garde une certaine élévation d'esprit quand même. On n'est pas obligé de descendre les différents paliers. On peut faire en sorte que les choses soient portées, c'est-à-dire que ça porte plutôt les gens plutôt que de descendre vers eux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce spectacle, et aussi en m'emparant de quelque chose qui me ramène à la question de la Méditerranée et de cette thématique de Marseille-Provence 2013. Donc là, on est vraiment à une sorte de croisée, je dirais, presque contextuelle d'un moment. S'il n'y avait pas eu Marseille-Provence 2013, j'aurais peut-être pas fait ce spectacle. Jamais, peut-être. Mais il faut faire confiance à ces choses qui vous sont, je dirais, proposées. En fait, beaucoup d'artistes dans l'histoire de l'art ont travaillé d'après commande et ont fait parfois des vraies merveilles. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui fait évoluer un artiste que de parfois justement répondre à la commande, un peu comme un artisan, c'est-à-dire se dire très humblement, on me demande de faire ça, je vais essayer de le faire du mieux que je le peux. Évidemment, on est toujours limité par ses propres moyens. Et donc voilà, c'est... De la même manière, là, j'ai une commande du New York City Ballet pour lequel je vais partir dès fin août pour une création en septembre. Pour moi, c'est une expérience formidable de travailler à nouveau avec ces danseurs qui sont à la fois traversés par l'esprit de Balanchine, donc d'une école russe, et en même temps par l'esprit de Jérôme Robbins, qui lui travaillait beaucoup à Broadway, qui était inspiré par le tap dance, etc., et dont le style, justement, s'apparente totalement à une espèce d'alliage qui n'a rien à voir avec d'autres compagnies de danse classique. Non, je dis ça parce que parfois on me dit est-ce que c'est difficile pour un chorégraphe contemporain qui a une compagnie de travailler pour une autre compagnie? Mais en fait, c'est parfois
encore plus différent entre deux compagnies de danse classique que entre une compagnie contemporaine et une compagnie de danse classique. Parce qu'on ne se rend pas compte de la culture physique des compagnies. C'est-à-dire qu'il y a tout un univers, toute une histoire qui porte les gènes même des danseurs, même quand ils n'ont pas été à l'origine de l'histoire. Il y a des choses qui se transmettent. Alors, on parlait de la partition, bien sûr, mais il y a des choses qui se transmettent qui sont non dites, qui sont dans l'air même des bâtiments, qui sont dans le fait que les danseurs qui arrivent, ils regardent et instinctivement, ils attrapent des choses qui sont des traditions mystérieuses et non dites d'une compagnie. Et donc tout ça fait que chaque compagnie, pour moi, est différente. C'est comme une tribu qui a son histoire, ses traditions, ses secrets, ses mystères. Et chaque fois, pour moi, c'est ça la première chose que je fais, c'est que j'essaye de comprendre un peu instinctivement qu'est-ce qui se passe là. Qui sont ces gens avec qui je vais travailler, essayer de découvrir quelle est la meilleure chose que je peux faire avec eux. D'où parfois, effectivement, on m'a dit, mais c'est drôle, on ne dirait même pas que c'est ton travail. Parce qu'il y a une volonté de ma part de fusionner, enfin de rentrer dans un peu comme dans les comptoirs d'échange, on parlait de l'Asie, etc. On échange des tissus contre des poudres, des tapis, enfin des épices, oui, ça n'en venait pas. Enfin voilà, donc, et je crois qu'au niveau de l'art, de la culture, on peut être dans la même démarche, c'est-à-dire d'échange, Je voulais revenir sur le guide. Vous avez donné l'année de création du guide que j'ai pas eu le temps de noter. Je la voudrais bien, c'est s'il vous plaît. 95. Merci. 16. 16. 17. Soyez précis. Vous voulez que je sois vraiment précis? Ouais, Alors, 95, on était à Château-Vallon. 96, on est parti. On est arrivé à Aix. Il m'a fallu, un an. Et puis après, je pense début 97. Courant 97. Pardon? Courant 97. Bon, début, allez, 97. saison 96-97. Voilà, Génial. ça va? Merci. Je voulais savoir si la vocation du guide a été extrêmement importante pour vous. On connaît tous ici, à Montpellier Danse, on sait que beaucoup de gens, même à Montpellier, savent qu'il y a un festival de danse, mais ils ne sont pas du tout aguerris sur cette discipline. Beaucoup achètent un billet au hasard, et puis soit ressortent enchantés, soit ressortent déçus, soit disent oh, j'ai vu quelque chose d'incroyable qui m'a sorti de mon quotidien, soit disent j'ai pas vu de danse. Enfin, en tout cas, toutes les critiques sont recevables. Voilà. Oui. Et par ce guide, est-ce que pour vous c'est un devoir? Est-ce que c'est juste une manière de rendre accessible la danse? Et c'est quoi en fait la vocation première du guide pour vous? La vocation première, c'est quand je suis arrivé, à Aix-en-Provence. Et puis d'ailleurs, même avant, en fait, j'ai cette idée un peu presque anti-platonicienne de l'artiste au cœur de la cité, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'être là et de montrer qu'on est présent, qu'on fait un travail et d'être visible et par conséquent d'être lisible aussi. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de répétitions publiques, mais ça c'est peut-être plus courant, mais on le fait régulièrement une fois par mois. Et c'est une répétition qui est ouverte. Et en fait, je continue sur scène, sur la scène du Pavillon Noir, ce que j'étais en train de faire dans la journée. Et donc, alors, au début, je pensais que c'était quelque chose qui était un peu ennuyeux, parce qu'en fait, je continuais vraiment à répéter. C'était pas une mise en scène de répétition, évidemment. Et comme je suis quelqu'un qui peut passer 2 heures sur 1 minute de chorégraphie, eh bien voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et il s'est avéré que vraiment les gens sont passionnés par le processus.
Je crois d'ailleurs que Emmanuel Gatt le montre très bien. Là, j'ai entendu Il dire fait une que c'est réflexion formidable. publique, Enfin voilà. Mais alors, Alors non, pardon, je m'éloigne un Merci. peu. Peut-être on n'a pas beaucoup de temps, alors il faut aller vite. Hein. Ben, donc c'était l'idée de montrer qu'on était là et qu'on faisait un travail et que ce travail avait une valeur, en fait, je trouve. C'est important de restituer sa valeur aux choses. c'est la première vocation du guide. Enfin, il n'y a pas une première vocation, il y a une idée. Je vous embête un peu. Non, vous m'embêtez pas du tout. Mais c'est pas, on dit pas, je sais pas, on fait pas une chose pour une chose. C'est un réseau. Je suis pas aussi monolithique. Il y a des tas de raisons. Si vous voulez une raison politique, c'est que quand vous recevez de l'argent de tutelle, comme la ville, le département, la région, etc. Je vais vous citer donc une raison politique. C'est important que les gens qui payent leurs impôts sachent que l'argent va là. En fait, c'est un peu moins... Ça met moins d'ambiguïté et ça provoquera peut-être au final moins de déviance vers des extrêmes aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est important à un moment de dire, vous voyez, il y a une petite partie de votre argent qui va là, mais regardez, il y a quelque chose qui se fait, que vous pouvez voir, etc. Plutôt qu'après lire dans des sortes de campagnes électorales les deniers publics gâchés pour la culture, etc. Voilà. Donc ça, c'est une première raison qui peut être politique. Après, il y a des tas d'autres raisons qui sont des raisons pédagogiques. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous essayez d'aller plus loin dans une recherche artistique, dans une démarche chorégraphique, c'est important de rester en contact avec les gens qui viennent vous voir aussi. Par exemple, donc, les répétitions publiques et le guide me permettent peut-être d'aller plus loin dans ma recherche, tout en ayant des rendez-vous réguliers avec les gens qui sont dans ma région. Voilà. Et fait qu'au final, je suis peut-être un peu mieux compris. Je suis moins dans une distance avec ces gens-là, même si parfois j'ai des audaces un peu plus fulgurantes que d'autres. Voilà, donc ça, c'est une deuxième raison artistique, si vous voulez. Et je pourrais vous en citer d'autres, mais apparemment, on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas d'autres questions, Juste- peut-être une dernière question ? Je voulais juste savoir la date de la première à New York, là, quand c'est prévu. Alors, Faut c'est dire le fièrement. 19 septembre. Elle a été jouée à Aix, elle est jouée à Marseille la semaine prochaine, pendant 6 représentations, je crois. Et elle est jouée ce soir à Montpellier. Elle est jouée ce soir à 20 heures. Vous pouvez venir si vous voulez. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, c'était un plaisir.